Je me suis trompé. Jamais le peuple n'eut de représentant. Il est très singulier qu'à Rome, où les tribuns étaient si sacrés, on n'ait même pas imaginé qu'ils puissent usurper les fonctions du peuple. J'ai égratigné Rousseau. Mais en suivant cette idée, envisagez-vous que la 6e République se rapproche d'une démocratie semi-directe, plus participative que réellement représentative? Je pense qu'il y aura la créativité pour ça. Rousseau se faisait une image très sympathique des tribuns du peuple. Bon, les tribuns du peuple, pour ceux qui visiteront Rome, allez au Forum, vous verrez les rostres des tribuns du peuple. Bon, c'était une nuit debout là-dedans. Donc les gens se mettaient là, puis on discutait. Bon, les tribuns avaient un droit de veto sur les lois du Sénat, à la suite de la grève de moins 494, où le peuple se retire sur l'Aventin et dit aux patriciens, vous êtes si malin, débrouillez-vous pour faire tourner la cité. Bon, je ne vais pas me lancer là-dedans, parce que ça m'amène quand même à ma vision de la société, qui sera toujours traversée par des contradictions, et nous ne devons pas rêver d'une société où tout le monde est d'accord. Ce n'est pas un rêve, c'est un cauchemar. Nous devons au contraire rêver d'une société où tous les points de vue divergents s'expriment, parce que c'est comme ça qu'on est plus intelligent, à la condition d'accepter la décision. Mais après, vous me dites, démocratie directe ou démocratie représentative. Chaque fois qu'on peut pratiquer de la démocratie directe, il le vaut mieux. Mais moi, je ne sais pas le faire. Donc peut-être que les constituants sauront. Peut-être que c'est moi qui manque d'imagination, parce que je suis un homme daté par une histoire. Par contre, je sais ce que moi, je proposerais. J'ai essayé de réfléchir à l'idée. Comment maintenir la stabilité des institutions, qui est nécessaire, parce qu'on ne fera croire à personne qu'on fait vivre une société en assemblée générale permanente. Bon, ça c'est un rêve absurde en plus. Qui a envie de faire de la politique du matin au soir, tout le temps, toute la vie? Enfin, c'est fou cette histoire. Non. Donc on a besoin à la fois d'institutions qui garantissent la stabilité et une délégation, mais on a besoin d'une intervention populaire toujours possible. Et c'est comme ça qu'est venue l'idée du référendum révocatoire, qui s'applique dans 2 ou 3 États des États-Unis, qui s'applique au Venezuela, qui s'applique je ne sais plus où encore. Dans quelques cantons en Suisse. Alors ça se passe, oui voilà, ça se passe comme ça. On fixe le nombre. Alors c'est vrai pour un élu local, un conseiller général, un maire, ou le président de la République lui-même. Et on dit, s'il y a 5% du corps électoral, ou je ne sais pas combien, n'importe quoi, 1 million de signatures, vous mettez votre signature, vous mettez votre numéro de carte d'électeur, et quand il y en a 1 million, il y a une commission qui suit ça, allez hop, le référendum a lieu, et on demande aux gens, est-ce que vous voulez garder Mélenchon, ou bien est-ce que vous le renvoyez à la maison? Voilà. Oh. Et ça, c'est le référendum révocatoire. Cette idée du référendum révocatoire nous permet de marier d'une manière rationnelle la possibilité d'intervention permanente du peuple et la stabilité des institutions. Avec la pression aujourd'hui des lobbies, avec le poids d'Internet dans la capacité à rassembler des gens, vous n'avez pas peur que ça rende la France ingouvernable? Non, parce que c'est toujours l'idée que le peuple serait une masse confuse et irresponsable. Ce n'est pas vrai. Dans les formes de démocratie, bien sûr que tout ça va changer beaucoup. Voyez-vous, la structure du mouvement que j'ai créé, nous sommes 2 à avoir créé un mouvement plutôt qu'un parti, M. Macron de son côté avec ses propres méthodes, et moi du mien avec mes méthodes. Ce dont nous nous apercevons, c'est que lorsque le système se met en dynamique, c'est-à-dire lorsque le réseau se constitue, nous sommes 317 000, les niveaux d'engagement des personnes varient suivant les moments, et si vous laissez cette liberté se produire, vous avez en permanence un très haut niveau d'intervention très large. Par exemple, dans le réseau de la plateforme JLM 2017, il y a, parmi tous ceux qui y contribuent, il y a un groupe qui s'appelle Discord Insoumis, qui ont pris l'application Discord et qui ont fait un outil qui participe d'une manière absolument spontanée à ma campagne. Je veux dire, ils font ce qu'ils veulent. Bon, on pourrait dire, là, mais où vous allez? Ils font ce qu'ils veulent, vous ne donnez pas de consignes? Non. Et or, je constate que nous n'avons jamais eu une divergence. Pourquoi? Parce que nous partageons une culture. Et le peuple français, c'est souvent la remarque que je fais à des copains qui n'arrivent pas à s'y faire, c'est qu'on ne peut pas parler du peuple français et de sa capacité d'intervention politique comme on le faisait au XIXe siècle, ou même au XXe siècle. Quand j'étais au collège, à 14 ans, les garçons et les filles partaient en apprentissage ou quittaient l'école, parce que l'école obligatoire jusqu'à 16 ans, c'est assez récent. Moi, je propose de le faire jusqu'à 18. Bon, ils partaient en apprentissage. Aujourd'hui, nous sommes à 80% d'une génération, à peu près, au niveau du bac. Alors évidemment, tout le monde est là, jeter des grosses larmes, c'était toujours mieux avant, mais c'est pas vrai. Alors c'était plus sérieux? Non, c'était un truc de classe, beaucoup plus étroit.
Mais le niveau général de culture du peuple français s'est considérablement développé. En plus, il y a une espèce de formation permanente par la télé. D'accord, elle est pourrie, d'accord, c'est dégueulasse, les spectacles de violence, et c'est des mensonges partout, mais il y a aussi des très belles choses. Et les gens sont capables aussi de faire le tri. Donc, moi, je pars d'un parti pris de confiance. La confiance, ça fonctionne si, quand vous formez la société, les valeurs que vous lui transmettez, c'est d'abord les valeurs culturelles et humanistes. Si je m'adresse à chaque jeune gens, comme le dit je ne sais trop qui veut l'apprendre, les valeurs de l'entreprise à l'école primaire, qu'est-ce que c'est que ce truc ? C'est quoi les valeurs de l'entreprise ? Ou ceux qui disent il faut aller en entreprise pour comprendre l'esprit de l'entreprise. Mais c'est des gens qui n'ont jamais foutu les pieds dans une entreprise, ils croient que ça se fait un des murs. Une entreprise, c'est un collectif de travail. Si vous savez faire marcher la machine, quelle qu'elle soit, ben vous avez besoin de science, vous avez besoin de... Bref, vous savez de tout ça. Mais moi, je rajoute quelque chose. Vous avez besoin de culture, de sport, vous avez besoin d'art. C'est-à-dire, vous perfectionnez en tant qu'être humain, pas en tant que pion dans un système. Avoir bon cœur, alors il faut tout mettre en normes comptables aujourd'hui, hein, mais c'est mieux d'avoir des gens qui ont bon cœur que des brutes qui s'occupent que d'eux. Parce que si nous avons survécu pendant 200 000 ans, c'est que ceux qui étaient solidaires des autres ont survécu, les autres sont morts et on a peu leurs enfants dans les pattes. D'accord ? Donc on s'est transmis les gènes de je m'occupe de l'autre. Toute l'humanité, quel que soit le lieu dans le monde, si un enfant tombe, tout le monde s'avance pour l'empêcher de tomber. Tout le monde. Sauf un ou deux barjots, peut-être, ils ne s'en rendent pas compte. Et à l'inverse, les rapports changent quand c'est un adulte. C'est vous dire que nous sommes profondément matricés par des valeurs de solidarité. Et la nécessité de les introduire est la meilleure garantie politique qu'on a. Elle n'est pas seulement dans les institutions, elle est dans les êtres. Et ça, aujourd'hui, on ne peut pas le dire. Parce que, enfin, si on peut le dire, parce qu'en général, les gens sont d'accord avec moi, ils se demandent comment ils ont pu supporter un système aussi absurde.